Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième émission de cette nouvelle saison de Time Out. Je suis très heureux de vous retrouver. Chaque lundi de 19h à 20h, on décortique, on analyse et on débat de l'actualité de la balle orange outre-Atlantique. Nos émissions sont à retrouver sur toutes les plateformes et même sur YouTube désormais, c'est la petite nouveauté comme a dit Samuel la semaine dernière. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, sur Twitter, Time Out On Air, sur Facebook, Time Out-NBA et sur Instagram, Time Out Podcast. Vous savez tout, c'est parti donc pour le temps mort le plus long de la NBA, c'est parti pour une heure de Time Out. Mais que serait une émission de Time Out sans ses chroniqueurs? Ils sont moins nombreux que d'habitude, mais les titulaires sont prêts à parler NBA. On va commencer à ma gauche avec toi Léo. Salut Léo, comment ça va? Bah, ça va super, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais normalement à partir de la semaine prochaine, grand retour de Yonim à l'animation et on sera au complet avec Sam, etc. Le roster et on sera plus qu'à un jour du début de la saison de NBA, donc très excité. T'es très excité de ça? Ouais, très excité, comme tout le monde ici, je pense. En bout de table, Manu. Salut Manu, comment ça va après une petite victoire des Celtics hier, même si ça compte? Ouais, c'est la pré-saison, mais on prend. Hein. Ouais, salut à tous, ça va très bien. La pré-saison bat son plein, on a hâte que ça commence réellement, parce que bon, pré-saison, il n'y a pas trop de défense, on va pas se mentir. Et enfin Thomas, salut Thomas, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, toujours. Toujours? Ouais, toujours en forme. Hypé par tes Mavs ou pas? Ouais, on attend de voir comment ça va se passer, hein. Surtout la santé pour Porzingis, et on verra bien quoi. Donc la semaine dernière, on parlait de 4 équipes à suivre et qui pourraient potentiellement batailler pour les playoffs. On n'était pas tous d'accord. Cette semaine, on est un petit peu plus unanime et on a chacun choisi une équipe qu'on voit passer la saison régulière et même quelques tours, hein, voire plus si affinité. Et on abordera aussi une équipe qui a plusieurs fois fini en tête de nos pronos. Mais on va commencer avec toi, Léo, puisque tu as choisi de nous parler du Jazz. Donc c'est parti pour le Jazz. Ouais, donc cette semaine, j'ai choisi de parler du Jazz parce que c'est une équipe que je suis pas mal. Ça fait partie de mes équipes préférées et aussi une des équipes, je trouve, qui est plus intéressante à voir jouer. Alors l'année dernière, c'était une solide équipe de la conférence Ouest. Ils ont fini à 50 wins. Ça, ils ont fait 5e du coup de la conférence. Malheureusement, ils sont tombés contre le pire adversaire possible, je pense, en play-off. Ils se sont pris genre 4-1 contre Houston, vraiment sans débat. C'est d'ailleurs ce qui s'était pris l'année d'avant aussi, mais au deuxième tour cette fois. Et en fait, cet été, Utah, ils ont fait quelque chose qu'ils font pas trop d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment une grosse intersaison. Pour moi, c'est limite l'intersaison. Je vais pas dire la plus sous-estimée parce que voilà, Mike Conley, Bogdanovic, on sait ce qu'ils peuvent apporter, mais c'est peut-être celle dont on a le moins parlé et pourtant c'est celle qui pourrait, pour moi, s'avérer être la plus efficace dans le sens où l'année dernière, on a bien vu en play-off, Utah manquait clairement d'un créateur et d'un scoreur derrière Donovan Mitchell qui était totalement esselé. Il a ramené Mike Conley qui a 10 ans d'expérience, qui vient de Memphis, une équipe défensive qui est beaucoup plus propre que Rubio, qui sait beaucoup mieux shooter que Rubio et qui, au niveau de la passe, n'a rien à envier à Rubio. Donc, une upgrade. Et ils ont rapporté aussi Bogdanovic, qui a prouvé à Indiana l'année dernière, dès qu'Oladipo s'est blessé, que c'était un très grand scoreur. Il est très propre aussi. Et plus des petites arrivées comme Ed Davis, Jeff Green. Et pour moi, ils ont maintenant un roster encore plus deep, encore plus équilibré, un 5 majeur plus moderne et toutes les armes pour finir minimum podium de l'Ouest et en play-off faire de belles choses. Tu les mettais combien toi dans ton classement? Tu t'en rappelles la semaine dernière? Tu les mettais dans le top 3? Je les mettais deuxième. Deuxième, ah ouais. Et j'ai longtemps hésité à les mettre premier. Mais je les mets deuxième. Pour moi, s'ils finissent... Ah ouais, t'y crois vraiment? Pour moi, s'ils n'ont pas l'avantage du terrain en play-off, ce sera une déception. Ouais, c'est quoi les limites de ce Jazz-là pour toi? Genre, qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'aller aussi loin que tu l'espères là? C'est des adversaires plus forts ou ça ne fit pas avec Mike Conley? La concurrence s'est renforcée, c'est clair. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est ça d'été en été. Et pourtant, malgré... parce qu'on parle souvent du Jazz comme d'une équipe qui n'a pas de superstar. Qui n'a pas c'est pas les Clippers avec Kawhi et Paul George, c'est pas les Lakers avec LeBron et Eddie. Et pourtant, c'est une équipe si bien construite au niveau du collectif, au niveau du jeu, et avec un coach, Quinn Snyder, qui a prouvé que c'était un des meilleurs de la ligue. Et ils ont des limites, peut-être le star system. Ce serait peut-être ça les limites du Jazz, mais pour moi, ils ont beaucoup plus de force par rapport à l'année dernière.
parce que vraiment le fait d'avoir Derek Favors était très bon au Jazz, c'était un bon soldat, etc. Mais là, en fait, ils ont vraiment modernisé leur 5 parce que du coup, sur les ailes, on aura du Joe Ingles et du Bogdanovic. Donc, clairement, moins de rebonds par rapport à Derek Favors, mais un spacing énorme. Pour moi, ils peuvent vraiment jouer comme Houston joue, c'est-à-dire avec un vrai intérieur, Gobert qui est assez similaire à Capella, et 4 extérieurs. Et avec en plus dans ces extérieurs, il y a 3 ball handlers maintenant avec Bogdanovic, Mike Conley, Donovan Mitchell. Il y a du scoring à foison, il y a de l'adresse à 3 points. Pour moi, l'année dernière, ils étaient 15e en termes d'offensive rating. Ils peuvent taper le top 8, voire top 6 offensive rating, tout en gardant leur défense qui est élite. Ça vous impressionne cette équipe du Jazz? Thomas, t'en penses quoi? Moi, je trouve qu'ils ont fait une très très bonne intersaison et je dirais même que c'est la meilleure que j'ai pu voir cet été. Après, effectivement, l'effectif, il est vraiment hyper solide. Et vraiment, je pense que la limite, ça sera les adversaires qui sont peut-être un peu plus forts, peut-être plus armés, qui ont peut-être plus d'expérience au niveau des playoffs. Mais sinon, franchement, je suis bien hypé par l'équipe et ça promet, quoi. Moi, c'est une équipe que j'apprécie depuis un moment. Je trouve qu'ils travaillent très très bien. Souvenez-vous, depuis avec le départ d'Hayward, on se disait tous, waouh, ils vont où là? C'est peut-être la descente, Rudy Gobert, attention. On se demandait où ça allait. Et puis après, ils ont chopé à la 13e place Donovan Mitchell. Et puis ça y est, ça a cliqué tout de suite. Ils ont trouvé leur ligne directrice. Et puis là, comme vous le disiez, cet été, Mike Conley, ça va être incroyable. Comparer Mike Conley à Ricky Rubio. En fait, je regardais il n'y a pas longtemps une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Blight. Et il disait que en fait Rubio en transition, en fait c'était le défaut de Utah Jazz, c'était la transition, notamment à cause de Ricky Rubio. Et Mike Conley s'avère que c'est l'un des meilleurs en transition. En tout cas, il sait faire la bonne passe, très peu de turnover. Et il s'est créé aussi son shoot, son tir. C'est vraiment un meneur complet, même assez sous-côté, parce que il a toujours joué dans le Conf Ouest, donc là où c'est vraiment la foire, et on se rend compte que c'est une valeur sûre qui est arrivée dans une équipe il sait défendre, en tout cas bien mieux que Rubio. Pas pour le descendre Rubio, hein, il a fait de bonnes choses. L'année dernière, je l'ai trouvé même meilleur par rapport à ses années précédentes. Il s'est amélioré dans le tir. Mais non, Conley, c'est vraiment autre chose, et ça fit parfaitement avec l'idéologie de Quinn Snyder, je pense. Attention, ça va être très sérieux, mais la concu, elle est incroyable encore cette année à l'Ouest, donc il va falloir faire que pareil. Rudy Fernandez, Rudy Gobert, il garde son niveau défensif, et qui continue toujours à mettre ses paniers dans la raquette, parce que ça reste important. Mais ils vont se régaler les deux. La connexion Conley-Gobert, ça peut être pas mal. Un petit point juste rapidement, tu as parlé de Bogdanovic, c'est un joueur que tu vas vraiment suivre là cette année. On a son apport, c'est vraiment un joueur qu'on attendait potentiellement aux Lakers. Il y avait des rumeurs, Indiana aurait pu le garder aussi. C'est une grosse pioche aussi pour Utah d'avoir récupéré. C'est Bojan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic, c'est une grosse pioche. Comme dit Manu, c'est vrai que passer de Rubio à Conley, c'est vraiment incroyable. Enfin, tu passes d'un meneur, un bon meneur, à un meneur qui a quasiment un niveau All-Star depuis 4 ans en fait, mais parce qu'il est à Memphis, qui était juste à Memphis et qui est assez, du coup, qui faisait tout son taf très bien, mais un peu dans l'ombre. Mais pour moi, Bogdanovic, il symbolise vraiment cette transformation de Utah que je vois surtout en attaque en fait, parce que le fait qu'ils prennent la place de Derek Favors dans le 5, pour moi, ça fait que Utah va avoir en fait une attaque complètement différente, parce que elle avait une raquette Favors-Gobert. Favors-Gobert, c'est une raquette qu'on voyait dans les années 2000, mais quasiment plus personne n'a des raquettes comme ça, où en fait le 4 peut shooter à 4 mètres, ok, mais peut pas mettre de 3 points, et Gobert, on n'en parle pas, il a même pas de tir mid-range. Du coup, ça va aller peut-être plus vite en termes de space. Ça peut aller plus vite, il y aura plus de spacing. Bogdanovic, là, il a montré, même s'il s'est fait sweeper avec ses Pacers contre Boston, c'était le seul à surnager, donc il a montré qu'il pouvait continuer à scorer et à travailler malgré l'adversité, même quand il y a une grosse adversité. Et puis là, Bogdanovic, il en est à sa 7e ou 8e saison, je crois, en NBA. Il va jouer avec
ses meilleurs coéquipiers Ouais, en carrière. Je pense même si à Indiana, il avait une très bonne équipe, très collective, un peu comme le Jazz. Ça a été le lancement, parce qu'entre Brooklyn et Washington, c'était pas les meilleures formations pour se développer. C'était pas les meilleures formations. Là, Indiana, c'était nettement mieux. Et là, c'est encore un cran au-dessus avec Utah. Il va jouer avec Conley, c'est le meilleur meneur avec qui il a pu jouer depuis le début de sa carrière. Donc, je pense qu'il va avoir des très bonnes opportunités pour avoir des paniers faciles en catch and shoot, etc. C'est un des joueurs les plus efficaces en termes de tir, un des plus propres. Et pour moi, ça peut être vraiment le visage de cette transformation de Utah en attaque. Ils peuvent être vraiment deadly, quoi. On va le suivre tout au long de la saison. Ouais, merci Léo. Vachement le suivre. On va maintenant passer un petit peu à l'Est avec une équipe qu'on connaît très très bien, qui va encore beaucoup faire parler d'elle comme elle l'a fait cet été. On va parler avec toi Manu des Philadelphia 76ers. And now let's meet your Philadelphia 76ers. Head coach is Brett Brown. Ouais, on va parler des Sixers. On va revenir un petit peu sur la saison précédente. Très bonne saison des Sixers, 3e à l'Est, avec un score de 51 pour 31 défaites. En play-off, ils ont premier tour, ils ont fait le taf. Pas facile, mais ils l'ont fait quand même contre Brooklyn, 4-1. Et puis après, le champion en titre. Grosse affrontation entre les Sixers et Toronto. Et en fait, c'est l'équipe, quand on regarde comme ça, maintenant, aujourd'hui, avec ce recul, c'est l'équipe qui a poussé le plus loin, en tout cas les Raptors, dans leur retranchement. Ça s'est joué au tir qu'on connaît tous, extraordinaire, qui restera dans les annales, c'est sûr. Donc ça s'est joué à rien du tout, à un tir de Kawhi. Donc voilà, on se souvient après direct, les larmes d'Embiid, c'était vraiment terrible parce que lui il a fait le taf. Et du coup il y avait quand même des questions à se poser pour cet été, notamment des départs peut-être. Jimmy Butler, Tobias Harris. C'est les deux gros dossiers à traiter. Ouais. C'est ça. Il s'avère qu'ils ont gardé Tobias Harris, ils l'ont même prolongé au max. Alors, chacun a son avis là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très cher payé. C'est très cher aussi. Ouais. Ouais. Et ils ont laissé partir Jimmy Butler à Miami. Et ils ont pris, à la surprise, à ma grande surprise d'ailleurs, Al Horford. Alors ouais, ils l'ont payé pareil, très cher, 4 ans, 109 millions de dollars. Il y a une option sur la dernière, je crois. Une player option une option via un titre ou quelque chose comme ça, 13 millions qui sont pas garantis. Non, garantis, les 4 années garanties. Les 4 années garanties. Je pensais qu'il y avait une option là-dedans. Ah non, mais voilà, tout ça pour en venir en fait que le 5 majeur là, qu'on a avec Richardson qui est arrivé aussi en trade, avec le trade de Butler, le 5 majeur, il est bouclé sur les 2 prochaines années. C'est officiel, ça pourra bouger via des trades, mais ça va être très compliqué. Ils vont partir là-dessus, en tout cas pour aller chercher un titre. Donc ça passe ou ça casse. Les 2 années qui viennent là, c'est avec ça ou rien. Et parce que l'année prochaine, il y a déjà 146 millions de dollars qui sont bouclés. 146 millions de dollars, c'est énorme. Donc ça va être compliqué, va falloir bidouiller un petit peu sur le banc et chercher les bonnes pièces. Ils sont allés les chercher. Moi, bref, tout ça pour dire, on va parler un peu du banc. Souvent, on pointait un petit peu, du coup, de ce que j'entendais sur cet été, on pointait un petit peu du doigt le banc. Moi, je le trouve assez correct. Mike Scott, Trey Burke, Ennis, Korkmaz et O'Quinn. Kyle O'Quinn. Ouais, Kyle O'Quinn. Ça va, moi je trouve ça va. Après, le petit truc qui fait mal, c'est peut-être d'avoir perdu les TJ McConnell, c'est là qui était il jouait très peu l'année dernière. L'année dernière, il a créé quoi derrière, tu vois. Ouais, mais c'est pas ça qui va te faire passer un step-up. Ah non, bien sûr que non, mais ça reste important en sortie de banc. Ça reste un soldat. Bien sûr, mais même je me rappelle l'année dernière, il jouait très peu. Franchement, son temps de jeu, il a régressé. Donc le seul petit défaut, c'est un meneur gestionnaire derrière Ben Simmons. Trey Burke, c'est pas pour moi un meneur gestionnaire. Donc là-dessus, ils auront peut-être des soucis. Mais la question et l'homme phare en fait de tout ça, ça va être Brett Brown pour moi. Ouais. Parce que trouver l'alchimie entre, c'est la dernière on va en parler. Pour lui, mais ça peut être la dernière. Lui, il peut être sur la sellette comme après sellette, c'est difficile parce que je trouve qu'il y a vraiment du positif derrière la gestion de Brett Brown depuis des années. Lui qui a connu les Sixers dans les bas-fonds. Là, il a vraiment trouvé une alchimie dans cette équipe. Et pour moi, la vraie question, c'est comment il va trouver la connexion entre Horford, comment il va faire jouer Horford
dans ce système avec un Embiid dominant dans la raquette. Est-ce que vous avez des petites idées? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça va être déterminant. Ce sera à lui vraiment de trouver ça parce que Horford, c'est un mec qui est bien payé et il peut te faire la différence, notamment en défense, mais même en attaque. En attaque, il sait stretcher, il sait mettre ses 3 points, on l'a vu avec Boston. Et ce sera très intéressant de le voir comment il va jouer. Est-ce qu'il sera là, écran, porteur, tout de suite il pick and roll, pick and pop. Il faudra vraiment voir ça. Et, parce que s'il arrive vraiment à bien s'intégrer aux Sixers, ça peut être vraiment un joueur parce que moi je le vois jouer Embiid dans la conversation pour être MVP cette année. Vous êtes d'accord, Embiid versus MVP? Je suis d'accord, là-dessus, je suis extrêmement d'accord. Pour moi, il a vraiment c'est son année pour être MVP dans une conférence Est assez ouverte, élitiste aussi quand même. Donc en plus avec Al Horford qui a vraiment lui soulagé le taf même en défense, surtout même si on sait qu'Embiid est un gros défenseur. La défense des Sixers ça va être redoutable et offensivement et Embiid peut clairement dominer. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas, par exemple. Je suis d'accord, c'est largement possible. Après, je pense que la clé pour cette équipe, ça va être le spacing. Ils n'ont pas vraiment de spécialistes en la matière, on va dire, mais ils ont quand même des joueurs qui sont capables de shooter. Ennis, Korkmaz. Voilà. Après, c'est pas JJ Redick, c'est sûr. C'est clair. C'est ça, la paire de Redick, elle est très importante. Mais voilà, ils ont quand même des joueurs qui sont capables de faire le taf à 3 points. Et la clé, ça va être vraiment ça. Et pour répondre à ta question au niveau de Horford, je vois plus dans un rôle de 4 écarté. C'est ça. À lui créer le spacing en fait. Donc, laisser la place dans la raquette à Embiid. Et Tobias Harris poste 3 logiquement parce que ça reste. Lui il va pas changer d'un iota son style de jeu. C'est impossible vu le contrat. Je pense que s'il joue 6e homme, ça va faire jaser très très vite. Il va être dans le 5, mais du coup là il va être replacé en 3 alors qu'il était 4 l'année dernière, c'est ça? C'était ça, Et 3, du coup, en défense, je me demande comment il va s'adapter parce que Tobias Harris, c'est pas non plus un crack en défense. Et là, quand il va devoir affronter des ailiers vraiment explosifs, il peut vraiment être mis à mal. Mais après, Brett Brown est un coach. Il pourra switcher avec Horford, non? Ça pourra switcher avec avantage aussi. Avec Horford. Les 5 joueurs qui sont sur le terrain, je pense qu'ils peuvent switcher sur toutes les positions. Simon, c'est clairement pas. Efficacement sur des meneurs, quoi. Même si ça va être plus dur, il peut le faire efficacement. Il peut tenir il peut le tenir un petit peu. C'est ça leur avantage en fait aussi. C'est ça leur avantage, mais c'est vrai par contre, moi les interrogations c'est le spacing. Là je trouve qu'ils en ont vraiment plus. Bon après, les Sixers ont failli battre les Raptors de l'année dernière en n'ayant que vraiment JJ Redick en gâchette. Donc ça prouve que Brett Brown a quand même trouvé les clés pour faire bien fonctionner cette équipe malgré cette absence de shooter élite. Mais ça manque de créateurs quand même derrière Ben Simmons. C'est ça. Ça manque de créateurs. C'est un arrière défensif. C'est un arrière défensif qui encore a très peu joué l'année dernière parce qu'il était malade en début de saison. Donc ça reste du jeune. Mais bon, c'est vrai que la force de ces Sixers, c'est leur 5 majeurs, clairement, qui est un des plus forts. Il y a Raoul Neto, pardon, on n'a pas dit. Il y a Raoul Neto. Raoul Neto, après, il faut une rotation quand même. Il va peu jouer. C'est ça, autant garder TJ McConnell. Bon, après, on ne sait pas le contrat ce qui lui a été proposé était sûrement plus intéressant ailleurs, et même le rôle. Ça a quand même perdu beaucoup à la main, ces Sixers-là. Ben Simmons, grosse année aussi pour lui. Ça va shooter à 3 points, on voit ça maintenant. On espère. Les Sixers, ils me font bien rire. Non, mais en tout cas, ils ont 2 leaders. Leur leader, c'est Ben Simmons et Joel Embiid. Ça reste quand même les visages de la franchise. Qui sont certes jeunes, mais qui sont quand même très très forts déjà et qui continuent de progresser. Et c'est vrai que Joel Embiid, dans un potentiel course MVP, c'est pas. Ça va être très haut. Ouais, ça peut potentiellement être très haut. Puis tu ramènes. Franchement, ils vont. Moi, je le sais très bien, mais tu ramènes dans ce vestiaire-là Horford, c'est extraordinaire. Puis, c'est le mec. Le daron, franchement, il apaise, il conseille, il est génial. C'est vraiment partout où il est passé, il a été adoré parce que c'est un exemple en fait. Puis t'as l'ajout de Tobias, la continuité de Tobias Harris qui est pas connu pour être quelqu'un de compliqué dans un vestiaire, même au contraire, c'est un gars qui a une bonne mentalité. Plus un Richardson qui est pareil, on n'a jamais trop vu de sortie médiatique sur lui comme quoi. Ils doivent être un peu revanchards quand même par rapport à ce tir. Genre, on peut leur donner les clés d'une franchise, que ce soit aux Clippers ou à Miami, qui se retrouve énième option d'une équipe qui joue le titre. Je pense que les Sixers vont jouer le titre. Et au final, c'est des super choix pour accompagner 2 stars et un vétéran star aussi.
qui était quand même annoncé de base restant à Boston. Bah non. Nouvelle aventure pour Big Al. Ça va faire bizarre de le voir avec le maillot des Sixers. C'est vrai que ça va faire chelou, ouais. Ça va faire très étrange. On va passer maintenant, pour beaucoup, c'est le grand rival, même quasiment pour tout le monde, de ces Sixers. Léo, je pense que tu seras d'accord avec ça. On va passer tout de suite aux Milwaukee Bucks. And now, introducing your Milwaukee Bucks. Je vais m'y coller pour les Milwaukee Bucks, donc continuité de l'année dernière. À chaque fois, je peux pas m'empêcher de voir la profondeur de cette équipe, encore plus via leur free agency. Donc rapidement l'année dernière, meilleure équipe monstrueuse, un Giannis MVP, un Brook Lopez qui stretch à 3, Eric Bledsoe qui défend dur, George Hill qui peut aider, Chris Middleton en une super saison, il tourne à 18 points. Et au final, encore un été où on se demandait comment ça allait se passer. Bon, ils perdent Malcolm Brogdon qui est parti à Indiana, donc ça reste un coup dur quand même pour un joueur qui a un atout au shoot, qui a un atout à la création, qui a commencé à avoir un petit peu d'expérience. Mais au final, tu récupères quand même, encore une fois, tu prolonges Chris Middleton et tu récupères Brook Lopez, Kyle Korver, tu vas chercher un Wes Matthews, toujours là. DiVincenzo était drafté, donc là cette année il va être en pleine forme. Il y a vraiment deuxième saison, il y a vraiment une profondeur dans cet effectif qui est assez incroyable autour de celui qui est pour certains aussi le meilleur coach, un des meilleurs coachs même à l'Est, ça peut être aussi le meilleur, donc en Budenholzer. Il y a vraiment, t'es pas d'accord? Moi, c'est vrai que t'adhères pas trop à Budenholzer. Non, pas tellement. Mais je reviendrai dessus. Tu peux reconnaître que c'est. Ah, vas-y. C'est un des meilleurs quand même. Oui. Après, moi, je trouve qu'il a pas beaucoup de. Qu'il s'adapte pas beaucoup. Voilà, c'est tout. Genre, pour moi, un bon coach, ça se voit en playoff et ça se voit aux adaptations qu'il fait. Et il en fait pas. Donc là, en adaptation de rotation, parce que là, voilà, on a une équipe qui est extrêmement deep, qui est revancharde, parce que l'année dernière, on les voyait, au vu de la saison régulière, on les attendait en finale NBA. Ils n'y ont pas été. Donc avec un Giannis MVP, on peut s'attendre cette année, je pense, à une équipe de Milwaukee en mode rouleau compresseur comme elle l'était l'année dernière, mais peut-être un petit peu plus décisive dans les moments importants. Après, il y a une grosse question à se poser, je pense. On en parlait un petit peu avec Léo en off. C'est le nouveau statut de Chris Middleton, parce qu'il a quand même été prolongé au max aussi. On ne s'attendait pas à un contrat aussi énorme de sa part. Et maintenant, rien qu'à le voir, le statut a changé. Pour un lieutenant, être payé aussi cher, il va être à 30 millions l'année prochaine, 33, il va finir avec une player à 40. Une player option à 40. C'est n'importe quoi. Il faudra voir maintenant jusqu'où ces Bucks peuvent aller. Est-ce que l'objectif, ça va vraiment être de passer la saison régulière tranquillement, sauf grosse blessure de Giannis ou d'un autre. Et après, je sais pas ce que vous pensez de cette équipe des Bucks cette année. Après ce qu'ils ont fait l'année dernière, l'objectif, c'est vraiment ils vont commencer à y penser en avril, quoi. C'est une équipe qui vise pareil, qui a les mêmes objectifs que les Sixers, le titre. En tout cas, à l'Est, on peut aisément dire qu'il y a deux équipes qui vont scruter les deux premières places. C'est soit les Sixers et les Bucks. Les Bucks, malgré la perte énorme, pour moi, c'est une perte vraiment énorme. Brogdon, ça reste très solide. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un meneur backup. Ils ont des ailiers de qualité. Ils ont Giannis qui va peut-être encore progresser. Imaginez, il va encore progresser, c'est n'importe quoi. Moi, ma petite interrogation, c'est comment il va faire jouer Robin Lopez. Robin Lopez dans le système Bucks, j'ai un peu du mal, sachant que c'est pas du tout un shooter à 3 points. Vraiment, il en a pris 7 l'année dernière. Peut-être il va devenir pareil, un shooter à 3 points. J'ai hâte de voir ça, mais j'ai du mal à voir ça. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais au final, il va quand même être important, Robin Lopez, parce qu'au niveau des pivots, il n'y a pas non plus grand monde chez les Bucks. Donc imaginons Brook Lopez se blesse, au moins il y aura Robin Lopez. Il y aura un Lopez sur le terrain. Suppléer, il y aura toujours un Lopez. Comme il y aura toujours un Antetokounmpo, vu que maintenant il y a Thanasis. Mais non, pour moi, les Bucks, ils vont repartir comme l'année dernière. Comme tu as dit, profondeur d'effectif, spacing maximal, 3 points à fond, défense à fond, transition à fond, isolation de Giannis à fond, kick-out à fond. Enfin, ils vont repartir sur les mêmes bases pour normalement marcher sur la régulière tranquille. Ils n'auront pas d'adaptation, contrairement à certaines équipes. Ils se connaissent. Ils se connaissent déjà, ils connaissent le système. De Brogdon, c'est un peu chiant, mais... C'est sûr. Ils savent jouer sans lui, vu qu'il a été blessé. Il a été blessé pas mal l'année dernière. Mais bon, en play-off, on a bien vu que Brogdon, ça faisait plaisir.
Ah oui. Après, là, ils ont rajouté encore plus de 3 points avec Korver et Kyle potentiellement Korver, Matthews s'il retrouve un peu son niveau. Puis Ilyasova pourra toujours en coller aussi. Ouais, Ilyasova pourra Crochet, toujours en c'est- coller aussi, mais c'est vrai que maintenant, Pas de Connaughton Bah, aussi, attention. Parce que pas de lui aussi peut Connaughton. progresser et on a vu, il était vraiment intéressant contre comme contre Manu a Boston. dit, les Bucks, c'est comme les Sixers, on attend de voir, de voir ce que ça vaut en playoff réellement. Moi, pour les Sixers, j'attends de voir qui va prendre le relais d'un Butler l'année dernière en playoff et taper du poing sur la table pour dire je suis le patron de Philadelphie et je vais les emmener loin. Et l'année prochaine, si les Bucks vont en playoff, normalement, ils devraient aller en playoff. Bah, on attend de voir plus qu'une finale NBA, quoi. Normalement, c'est une finale NBA ou alors une finale de conférence où ils se font battre moins facilement que par les Raptors, parce que les Raptors, une fois qu'ils prennent la mesure C'est des terminé. Bucks au Game 3, C'est 4-2. franchement, il n'y a plus photo dans la C'est le franchise. sweep, quoi. hein, ils s'en prennent 4. Ouais, Ils c'est perdent ça, la première, il- ils perdent les 3 suivantes. Hein. C'est ça, et du coup, le fait que Giannis il ait pas de shoot et qu'il soit son usage rate ultra élevé, on voit que l'attaque des Bucks c'est pas assez varié et on voit tous les limites des Bucks, mais non, j'attends quand même encore cette équipe de Milwaukee parce que je trouve que c'est quand même une des plus impressionnantes à voir jouer en régulière en tout cas. En termes de construction de jeu, et Chris Middleton, t'en penses quoi au final de son nouveau contrat? Parce que il a quand même énormément d'attentes autour de lui avec un salaire aussi élevé. Quoi. Je pense que tout le monde est étonné de la valeur de ce contrat. Moi j'aime beaucoup Middleton, mais c'est vrai que la valeur de ce contrat, là il a signé le même contrat que Tobias Harris. Ouais. Et Ah le oui, même ça. aussi que Jamal Murray. Donc je trouve que les trois, déjà de base, ils ont tous profité du même contrat alors qu'ils le méritent pas forcément. Sauf que Jamal Murray est jeune, Chris Middleton aussi, il a Mais 27 ans. quand je vois que Chris Middleton a le même que Tobias Harris et Jamal Murray, ça permet un peu de relativiser. Et Mais du après, coup, il y avait un ils ont contexte aussi à pas beaucoup oublier, c'est approuvé, que, tous les trois. le board des Bucks, ils pouvaient pas perdre lors du même été Brogdon et Chris Middleton. Donc tu étais obligé de surpayer quelque part Chris Middleton. Tu savais que Chris Middleton allait être assez courtisé au Ah bout oui, de sa oui, saison. ah, Au bout mais de s'ils sa proposaient saison, pas ça monte en puissance. le max, il y avait du monde. Hein. Mm. C'est Mais sûr. je trouve que Middleton, il va être intéressant parce que pour moi, il en a encore sous le capot. Ouais. Il peut encore augmenter tous ses stats. Il est ultra complet. Il est intelligent dans le jeu. Mais maintenant, j'attends vraiment est-ce qu'il puisse prendre le relais d'un Giannis dans les moments très très chauds. Si jamais Giannis, ça va C'est- pas trop, quoi. C'est ça, c'est le petit souci de Middleton, c'est qu'on a l'impression de voir un lieutenant de l'ombre en fait, un mec qui peut scorer, qui peut mettre sa vingtaine de points, qui peut prendre ses rebonds, qui peut distribuer des passes, qui peut défendre. Ouais, alors Là que maintenant parfois, avec il ce contrat-là, pourrait. on va ouais. se demander, vu ton contrat, si Giannis, en méforme, j'y crois pas trop, mais si Giannis est absent par exemple, on va vraiment attendre de Bledsoe et de lui, et lui s'il met pas sa vingtaine, on va être là en mode Oui, On comme va faire un Bledsoe, bon c'est match, pas ouais. non plus l'assurance tout risque. C'est vrai que Middleton, on va attendre beaucoup, beaucoup de lui. Mais pour moi, il est franchement capable. Ça faisait partie d'un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue pour moi. Mais comme maintenant, il est ultra payé, ça va être considéré. Ouais. Ça peut être considéré comme un joueur surpayé, genre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fossé, payé. Et voilà, il doit prouver qu'il mérite ses millions, quoi. On va repartir à l'ouest avec toi, Thomas, pas pour parler des Mavs, on les a fait la semaine dernière. Ouais. On va parler d'une équipe californienne très attendue. On va en faire deux. On va commencer avec les Lakers. C'est tout de suite. Du coup, les Lakers, moi l'année dernière, j'y croyais pas du tout alors qu'ils étaient aussi très très attendus. Tu l'avais dit ça Ouais, je l'avais dit dès les premières émissions. Il l'avait dit, Ouais, c'est bien vrai. Donc avec l'arrivée de LeBron James, ils étaient hyper attendus. Bon, la saison, elle s'est terminée un peu de manière catastrophique. Et je pense que je pèse mes mots, clairement. Et du coup, là, ils ont voulu un peu relancer les choses en faisant venir Anthony Davis. Et ça a bien cassé l'effectif. Ils ont rompu avec tous les jeunes qui s'avaient drafté, les Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball, etc. Donc là, on va avoir un effectif qui va être très, 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 très remanié. Et en fait, plus je le regarde, et plus ça me fait peur, en fait. Plus je regarde, plus ça me fait peur, C'est parce que... Peur pour la Positivement. concurrence. Ouais, peur Ouais. positivement. Ouais. On a eu ça, Bien on a eu sûr, ce côté bien au début, sûr. on se moquait d'eux, qu'ils avaient que 3 joueurs d'effectifs, Voilà, ils avaient c'est ça, Kuzma, et au c'est final, ça. tu fais, ah ouais, ça rajoute ça, Ouais, ça et voilà, ça. moi, Et au final, ça fait j'étais le peur, premier ouais. à rigoler. J'étais le premier à rigoler, à dire, les bouffons, machin. et Ils ont tout, 3 mais, mecs, ils vont bricoler autour. voilà, mais mais au final, là, je regarde l'effectif et franchement, c'est clairement effrayant, quoi. Rien que l'idée de voir LeBron James et Anthony Davis sur le terrain en même moment et dans la même équipe, franchement, c'est
totalement hallucinant. Pour moi, Anthony Davis, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs de la NBA. Et justement, vous parlez de Embiid MVP, moi je vois bien Anthony Davis, je pense, franchement. En plus, on sait que LeBron il va lui donner les clés parce qu'il est assez vieillissant et tout, etc. Et je pense qu'il a envie de moins attirer l'attention sur lui. Et franchement, ils ont réussi à ramener des agents libres de grosse qualité, quoi, et qui vont faire le taf en sortant du banc. Il y a les Quinn Cook qui est devenu très bon à Golden State. Tu as Danny Green qui connaît les métiers. Tu as Marcus Cousins qui est blessé, mais bon, voilà. En fait, tu as Troy Daniels, tu as des Jared Dudley. Franchement, tout ça, tu as Avery Bradley. C'est des joueurs qui sont hyper intéressants en sortie de banc. Et on a aussi re-signé des Alex Caruso. Il y a une grosse hype qui est en train de monter sur lui. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça devient des fois gênant. Mais faut se calmer quand même. On verra bien. Hein, peut-être qu'il va. On a vu les photos de lui, genre photoshopé d'ailleurs. Il s'est pas fait bâcher 2 soirs de suite contre DeAndre Jordan aussi. Donc voilà, c'est. En tout cas, il a le mérite de tout donner tout le temps. Moi, j'aime bien. Il y a une très belle hype autour de lui. Après, attention. J'ai remarqué aussi un petit truc, c'est un peu hors sujet, mais tous les joueurs qui sont ressortis assez, on va dire, musclés et bien en forme physiquement d'une intersaison, je pense par exemple à Julius Randle ou encore Oladipo, l'année d'après, ils ont fait une très très bonne saison. Donc ça reste à voir. Et voilà, donc franchement, moi je les vois très très bien figurer cette saison et vraiment pourquoi pas le titre, quoi. Franchement, pourquoi pas le titre, c'est l'objectif. L'interrogation aussi, c'est le coach, le coaching staff. Les coachs. Les coachs. Est-ce que comment il s'appelle, Kidd, il va reprendre la main parce que lui c'est assez bizarre quand même. Comme il s'appelle, le coach Frank Vogel et Kidd. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'ai pas trop de réponses pour le moment, mais je demande à voir. Est-ce que Frank Vogel, il a fait des bonnes choses à Indiana, Orlando un peu moins, mais là c'est autre chose. Là, direct, sa première saison avec les Lakers, c'est le titre qu'on lui demande. Gérer des stars, des méga stars, ça va être autre chose. Il a géré un Paul George de très haut niveau, mais bon là c'est la stat. C'est l'escalier supérieur, c'est la strate supérieure, c'est le titre qu'on va lui demander. Donc tout de suite, on va attendre des résultats, une certaine alchimie. Mais oui, comme tu le disais, Thomas, il y a des éléments et puis il y a des joueurs d'expérience. Ça, Avery Bradley en sortie de banc, c'est intéressant. Dwight Howard, je me demande ce qu'il va faire lui, comment il va t'intégrer. En tout cas, LeBron James, il a saison de rédemption. Une énième là gros, c'est l'année ou jamais. C'est le titre là, il joue pas avec des pantins, quoi. Il y a du beau matos, mais le coach parce qu'on connaît, surtout aux Lakers, mettre les stars, c'est pas toujours la bonne solution. À chaque fois, ouais. Mais moi, ce que j'attends des Lakers surtout, c'est la connexion LeBron James Davis, parce que je pense qu'en termes de compatibilité, on pouvait faire difficilement mieux. Ça va être, je pense, incroyable. Comme tu as dit, Thomas, Anthony Davis, pour moi, il peut être MVP, mais je pense d'ailleurs qu'il va être MVP cette saison avec LeBron James qui est en mode opération séduction auprès d'Anthony Davis. On sait qu'il voulait lui donner son numéro, le 23 au début. Finalement, ça ne s'est pas fait. Je pense une histoire de sous parce que LeBron James, il n'avait pas vendu assez de maillots avec son 23. Mais bref, non, c'est clairement une opération séduction. Parce qu'Anthony Davis, là, il est arrivé aux Lakers, mais dans un an, il est agent libre. Du coup, il faut lui donner envie de rester aux Lakers. Ils sont aussi en mission parce que LeBron, il a 34 ans. Il est dans sa 2e année de contrat aux Lakers et il est venu. Là, finalement, il y a Anthony Davis. L'année dernière, on ne savait pas trop pourquoi il était là. Là, maintenant, on comprend un peu mieux parce qu'il y a plus de matos pour lui, pour mieux jouer et pour aller au titre. Donc voilà, là, c'est vraiment, ils sont en mission. Et le roster est beaucoup mieux bâti que l'année dernière. Beaucoup plus de défense, c'est dans beaucoup plus de 3 points. Ça marche les Cavs avec des shooters à l'extérieur. LeBron James qui a la balle. Il pourra se régaler comme il se régalait aux Cavs avant. Et en plus de ça, il y aura Anthony Davis dans la raquette. Donc pour moi, là, ils ont tout pour faire parmi des gros contenders de cette saison, quoi. C'est vrai qu'au final, on a une équipe qui s'est construite un peu tard, mais par rapport aux autres qui agissaient assez vite. Mais quelle équipe, quoi. Voilà, on parle encore, on a pas cité Rajon Rondo, Javal Magui. Il y a énormément d'expérience dans cette équipe. Il y a beaucoup plus d'expérience que de jeunes joueurs, quoi. C'est vraiment des gars rodés. Danny Green revient d'une saison de champion.
les Raptors champions, et, enfin deux des artisans sont partis, on en parlera de l'autre équipe. Et ouais, c'est l'année ou jamais là, pour les Lakers. Clairement, il y aura les autres années seront les mêmes, mais c'est vraiment une année ultra Voilà, parce que, importante. comme tu disais, on minimise l'élimination la saison dernière, humiliante pour LeBron James. C'est humiliant, vraiment, je pèse mon mot, c'est catastrophique. Parce que souvent on oublie, oui, la blessure et tout. Non, mais il est revenu de blessure et il avait encore l'opportunité d'aller chercher les playoffs. Il a ouvert sa bouche, pas marché. playoff mode activé. Non, mais on ne dit pas ça, ça a ouais. vraiment pas marché après son retour de blessure. Ça marchait pas avec les jeunes. Bref, il y a une question. Attention, cette année là, je pense ça risque d'être très très sale, LeBron. Et comme on l'a dit, ouais, il va vouloir mettre en avant Anthony Davis et Davis, il va vouloir tout casser. Donc, waouh, ça va être explosif. Ça va être très très différent de l'année dernière. Même pour Davis, nouveau départ aussi. C'est plus la Nouvelle-Orléans, donc gros marché, grosse attente. Je pense qu'il sera assez entouré par LeBron James notamment, qui connaît il y a du beau monde les médias, à ses qui connaît côtés. tout ça. Donc il y a vraiment des grosses attentes autour d'Anthony Davis aussi. Anthony Davis, superstar, mais plus la seule star aussi, parce qu'il a toujours été un peu esselé dans sa quand même avec des Marcus Cousins. Enfin, ils étaient deux, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Donc là, c'est nouveau départ pour ces Lakers. C'est des conneries. J'ai dit nouveau départ pour une nouvelle vie. Mais... Allez, on va passer maintenant. On va continuer dans la bataille pour Los Angeles. Je pense qu'on se devinait. Ça fait bizarre de pas parler des Warriors quand même, même si Même du champion. J'ai hésité moi. T'as hésité avec les Warriors? J'ai hésité à les prendre. Ouais. Et ils vont sûrement nous punir de ne pas les avoir mentionnés. Je crois qu'il y a un Stephen Curry qui est en train de monter là en mode puissance. assassin. C'est bon. Donc on va parler tous ensemble. On va parler de l'autre équipe de Los Angeles parce que la bataille va faire rage cette année. On va parler des Clippers tout de suite. Now the starting lineup for your LA Clippers. Donc voilà, ça a beaucoup bougé, du côté du Staples Center en jaune. Ça a aussi beaucoup bougé en blanc puisque Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverley qui reste. On a toujours une équipe avec Lou Williams, Montrezl Harrell, Landry Shamet. Ça s'est énormément renforcé. Ça a explosé côté des Lakers, ça a explosé côté des Clippers. Et maintenant, on attend que ça s'entrechoque. Maintenant, est-ce que c'est de la hype ou est-ce que les Clippers sont vraiment... Enfin, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe des Clippers maintenant? Non, c'est pas de la hype. C'est clairement justifié. Un backcourt Kawhi Leonard, Paul George, c'est... Front court aussi. Front court plutôt, ouais, pardon. Non, mais on parle de deux joueurs qui sont extraordinaires des deux côtés du terrain. Ça va être incroyable, je pense. Ils ont envie de jouer ensemble. Déjà, c'est un truc qu'on doit dire, c'est qu'ils ont envie de jouer ensemble. Paul George, il a signé. Les deux ont signé dans cette équipe parce qu'ils voulaient jouer ensemble. Ils sont dragués, ils sont dragouillés pendant tout l'été, alors qu'on était au courant de rien. Ça, c'est incroyable, faudra en reparler, mais c'était fou, quoi. Pour faire ça, c'est négocier dans Londres, personne dans la n'est au NBA courant d'aujourd'hui avec un Wojnarowski et les insiders. Il a fait ça, mais c'était une bombe nucléaire, quoi. Mercredi à 7h du matin heure française, tu savais qu'il y en avait un qui signait et une demi-heure après tu voyais l'autre, tu t'y attendais pas, quoi. Donc et puis il y a toujours je pense qu'il y a toujours la même philosophie de jeu avec Doc Rivers aux manettes, Patrick Beverley à la main. Ça aussi, le fait qu'il reste, c'est vraiment intéressant. Il avait eu des propositions plus importantes financièrement, il l'avait dit clairement. Ah, ok. Je sais qu'il l'avait dit, c'était dit, les Kings les proposaient plus, 10 millions de plus. Et ouais, mais là il y a une bague, quoi. Là il y a une bague au bout, donc c'est bien. T'as Kawhi et Paul George là surtout aussi. Ouais. Non mais du coup et puis non, mais après j'avoue, ma seule interrogation, c'est comment ils vont partager la balle, comment ça va, qui va prendre les derniers shoots, des petites questions comme ça. Après, je me fais pas du tout de soucis sur la qualité, l'intelligence de ces deux joueurs. Ils seront, et puis il y a aussi ici Doc Rivers qui sait vraiment bien gérer les égos, notamment en 2008 avec Boston, les très forts joueurs à gros caractère, il sait le faire. C'est même sa qualité première, au-delà de tactique, on va pas sous-estimer son apport tactique, mais savoir gérer les égos, il sait très bien le faire, Doc Rivers. Mais non, j'aime beaucoup cette équipe, c'est assez deep et il y a très peu de faiblesses, je trouve. C'est vrai que ce qui est assez ouf avec les Clippers, c'est que
Il y a 2 ans, Chris Paul partait dans un trade avec Lou Williams. 6 mois plus tard, c'était Blake Griffin qui s'en allait dans un trade avec Tobias Harris. Ensuite, c'était DeAndre Jordan. Finalement, c'était Tobias Harris aussi qui se retrouvait dans un trade. Et on se disait, les Clippers sont en continuelle reconstruction, transition, on sait pas trop. Recherche d'identité, ça arrêtait pas de bouger. Finalement, ils ont quand même réussi à faire les playoffs l'année dernière. Ils ont gagné 2 matchs contre les Warriors. C'est vrai que quand même les Clippers, c'était une des équipes les plus surprenantes de l'année dernière. Et là, maintenant, ils ont Kawhi, qui est MVP des finales, qui a été 2 fois MVP des finales. Et ils ont Paul George, qui a sorti sa plus belle saison l'année dernière en carrière. Et ouais, non, franchement, la transformation des Clippers en 2 ans, elle est incroyable. Merci Jerry West. Et merci Jerry West. Et là, je trouve elle a encore plus d'armes que quand c'était Chris Paul, Blake Griffin et André Jordan en trio. Après, il y a une petite interrogation sur la raquette. La raquette que je trouve quand même Zubac, assez faible. Zubac, Harrell. Avec Ivica Zubac, Harrell. Du coup, c'est-à-dire que Kawhi il va devoir jouer 4 ou Paul George 4. Enfin, il va falloir jouer très, très, très small ball. Mais après, c'est peut-être une tendance, hein, j'ai envie de te dire. Ça reste une tendance générale dans pas mal d'équipes. Hein. Tout le monde joue comme ça en ce moment, mais toutes les équipes ont normalement un rim protector, un protecteur d'arceau. Alors que là, il y en a 0 dans l'équipe, littéralement. C'est-à-dire que Harrell, il est très bon en attaque, etc. Mais en défense, même s'il met de l'énergie, il n'est pas non plus élite. Et Ivica Zubac, c'est pareil. C'est un manque de taille pour toi, vraiment. C'est un manque de taille et de dureté dans la raquette. Mais bon, après, ils compensent avec leur défense extérieure, le talent de leurs ailiers. La mentalité. Le coach. Et non, les Clippers vont être très, très forts cette saison. Pour moi, ils sont moins pressés que les Lakers. Je pense si on devait les comparer. Pour moi, les Lakers, ils sont plus dans un souci de gagner maintenant, alors que les Clippers, ils ont filé un contrat sur 4 ans à Kawhi, un contrat sur 4 ans à Paul George. Lou Williams aussi, je crois, il y a encore 2 ans. Enfin, ils ont le temps de voir venir, surtout qu'en plus, ils n'ont plus aucun pick de draft jusqu'en 2030. $8 millions, enfin, juste comme ça. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. Le joueur le plus rentable de la ligue, quoi. Ah, je sais pas, mais c'est incroyable quand même. On a l'impression dans cette guerre de Los Angeles, comme tout le monde l'appelle, où les Lakers sont vachement plus tracés paillettes comme à leur habitude, et les Clippers, c'est vachement plus un travail de long, enfin avec des... Enfin là, c'est tracé paillettes aussi, même si Kawhi il parle pas. Dans le sens où je veux dire, c'est que Kawhi est pas réputé pour être non plus un bavard. Paul George, c'est pas non plus le plus loquace. Patrick Beverley, c'est quand même le joueur, c'est le défenseur pitbull, lui, le fait d'être sous le feu des projecteurs, il s'en fiche un peu. C'est une médiatisation qui est totalement différente, parce que dans la vision de l'équipe, en fait, tu t'attends plus à un côté star hollywoodien du côté des Lakers que des Clippers. Là où les Clippers ont une vision. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça, mais par contre, il va falloir s'y habituer dès l'année prochaine, dès la rentrée, là, parce que, oui. Alors, Paul George, apparemment, on n'a pas dit, mais il va louper les 10 premiers matchs. L'épaule, il s'est fait opérer. Je crois, opérer. Je sais plus. C'est la blessure qu'il avait lors des playoffs, qu'il avait gêné. Ouais, il va louper les 10 premiers matchs. Bon, faut voir. Donc, ça va un petit peu retarder la connexion qu'il pourrait y avoir tout de suite avec Kawhi. Notamment. Donc, peut-être un petit peu d'avance tout de suite côté Lakers. Oui, c'est pour ça que je dis les Clippers, ils sont moins pressés parce qu'ils ont les petits problèmes de blessure de leur leader actuellement. Et puis, ils ont leur noyau dur pendant plusieurs années, alors que les Lakers peuvent potentiellement perdre dans une Davis dès la saison prochaine. Donc, c'est pour ça que je pense que les Clippers vont avoir peut-être une montée en puissance plus progressive, plus lisse, plus tranquille, même s'ils ont pour moi un potentiel encore plus élevé. C'est vrai que c'est les bases d'une nouvelle page aussi de l'histoire, parce que les Clippers vont avoir leur salle prochainement. Ça peut s'émanciper du Staples, la totale. C'est à Inglewood, je crois que c'est ça. Là, Steve Ballmer, là, il est complètement en feu, il est on fire, la classique. Hein. C'est un bon travail. Hein. Même Jerry West, il y a ce côté où il y a 2 ans, quand il draft le Shai Gilgeous-Alexander, qui s'avère être un super coup, et c'est Jérôme Robinson, donc il fait un move où avec Charlotte, il draft en 12-13 ou en 11-13. On commençait à se dire, mais qu'est-ce qu'il fout Est-ce qu'il n'est pas trop âgé ? Au final, l'année d'après, il a choqué tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il soit plus là, le Shai Gilgeous, mais bon, il fallait bien lâcher du joueur pour récupérer Paul George. Mais
Tu peux envoyer Gallinari et Chaguillos, mais c'est vrai que ouais, c'était une belle Et petite. encore, je trouve que c'est gentil, moi. Et des pics aussi. Et beaucoup de pics aussi. Parce que Ouais, il y a c'est énormément le point Ouais, commun. c'est juste que là, il ne draft plus jusqu'en Ils ont plus 2030, quoi. d'avenir. Donc, C'est le point commun des deux Los Angeles, c'est que C'est là, il n'y a ça. plus de pics. Hein. C'est argent, réussite et Ouais. Si tu réussis pas, des c'est second fini tours. pour Hein. toi. Ça restera des second tours. S'ils les ont encore, ça sera vérifié. Mm. Ou s'ils sont partis aussi au KC. Bon, ça se retrouvera toujours. Hein. Ouais, mais en tout cas, les Clippers, pour moi, ouais, ça va être pareil. Je pense que c'est candidat au podium à la conférence Ouest, quoi. Et très, très, très Je crois que sérieux. chez tout le monde, c'était quasiment même premier de la conférence Ouest. Hein. Peut-être pas. Enfin, Pas chez moi. Pas chez moi non plus, mais. Moi, j'ai mes premiers de la conférence Ouest. j'ai eu peur que ça dise pas chez moi aussi. Hein. J'ai dit à l'unanimité tout à Non, l'heure, moi, je les mets premiers. J'avais hésité à mettre Utah, mais finalement, je mets Clippers premiers de la conférence Ouest, ouais. Et on n'a pas parlé aussi de plein d'autres équipes. Hein. Denver qui sera Houston, attendu, ouais, Houston, Houston, on Houston. va pas parler aussi, même si ça Warriors, pourrait être toujours. intéressant. Ouais. Boston. Boston, ouais. Dans un autre registre Ouais, aussi, clairement hein, dans un autre registre. Hein. Là, le titre, on va se calmer, je crois. On aura l'occasion d'en parler tout au long de la saison régulière. Oui. Bon, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec Yonim aux manettes. Donc là, on a Grand eu retour de Yonim. retour de On a Yonim, hâte. retour de Samuel, Bah, la fine équipe. retour quoi. de tout le monde avant le retour de la NBA qui sera le lendemain. Je crois le lendemain. Sera le soir. lendemain, ouais. Donc, À 2h du mat, un on a- petit Toronto Pélican. Toronto Pélican. Pelicans. Et après, la bataille de Los Angeles vers 4h30. donc direct, donc on voit Zion tout de suite et après on passe à Los Angeles. C'est C'est pas ça. mal pour commencer au final. Hein. Ah, Ça va être c'est pas mal. vraiment pas mal. On va préparer les pics TTFL, tout ça. Ouais. Exactement. Il y a des équipes à faire d'ailleurs. C'est vrai, il paraît, on va Oui. commencer à faire les decks. Bon, on va clôturer cette émission maintenant et à très vite en podcast dans la foulée et à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. À la semaine prochaine.